Invité avec nous, Martin Loukoussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà un acteur politique. Effectivement. Foul, cofondateur de AEDIC. C'est encore quoi AEDIC? Agir ensemble pour le développement intégral du Congo. C'est un parti politique élitiste. Ce n'est pas un parti des masses. Ils sont pour la plupart des cadres, des gens qui ont déjà le pain. Mais ils cherchent à ce que le grand public se retrouve et font pression sur les dirigeants pour ne pas venir en politique chercher à se remplir les poches, mais à chercher le bien-être des autres. Je crois que j'ai résumé un peu la vision. Effectivement. Et vous êtes à la tête, comme président national, de RUCEP. Ça signifie Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire. Donc ça veut dire tous ces gens-là. Nous avons remarqué que jusqu'à présent, l'Union sacrée ne s'est centrée qu'au Parlement, alors que c'est une histoire de tous les Congolais. Donc tous les partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement, les personnalités, les sociétés civiles qui pensent qu'ils peuvent accompagner les chefs de l'État dans son action pour le développement sont les bienvenus. Alors, pourquoi vous avez pris cette décision alors que le Parlement lui est en fait favorable, on peut le dire ainsi, Sénat, Assemblée nationale, apparemment c'est l'union sacrée. Pourquoi vous prenez la décision d'aller mener un combat en dehors du Parlement? Il y a un danger qui profile à l'horizon? Il n'y a aucun danger. L'idéal, c'est que tout le monde mette la main à la pâte. N'est-ce pas? Qu'on dit l'union fait la force. On ne peut pas laisser aux seuls députés, ils ont déjà une charge aussi lourde, la tâche de pouvoir accompagner celle du chef de l'État. Dans tous les domaines possibles de la vie, pour ceux qui ont compris que le Congo vaut mieux que n'importe quoi que ce soit au monde, doivent pousser, accompagner les chefs pour que nous puissions rapidement atteindre l'objectif qui est le bien-être de tout un chacun de nous. Mais pour qu'on puisse atteindre le bien-être de tout un chacun de nous, il faut que chacun, à l'endroit où il se trouve, puisse mettre la main à la pâte. C'est la sensibilisation, la conscientisation du peuple congolais pour que s'accomplisse cette mission-là. Vous avez vu, les chefs ont dit il faut créer des classes moyennes, il faut créer des entreprises, il faut créer de l'emploi. Mais les emplois ne peuvent pas se créer à l'Assemblée nationale, les emplois ne peuvent pas se créer seulement au gouvernement. Les emplois doivent se créer chez des privés, des personnalités, des sociétés civiles, des gens qui ont les initiatives dans plusieurs domaines pour pouvoir aider les chefs à aller vite vers l'objectif et l'atteindre. Vous avez un mode d'éveil au sein de RICEP pour pouvoir regarder et suivre les actions des dirigeants pour qu'ils ne dérapent pas. Comment vous allez le faire concrètement quand on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas accessibles pour le grand public et pour même une certaine élite? On venait de découvrir les cartes Visa. Il y a encore beaucoup de cadavres dans les placards, passés, tout comme dans le régime présent. Comment allez-vous vous y prendre? C'est effectivement l'enjeu. Quand vous avez les gens comme les gens qui sont chez nous à AEDIC, je cite le parti AEDIC, qui fait partie des RICEP, qui ont une expertise, un background important, qui ont travaillé dans plusieurs secteurs et qui connaissent ces secteurs-là. Ils savent auditer, ils savent comprendre là où ça va et là où ça ne va pas. C'est ainsi que le chef d'État a dit l'autre fois, nous devons quitter la complaisance. Si nous voulons que ces pays avancent, quittons la complaisance. Soyons sérieux dans tout ce que nous faisons, à quelques endroits que nous nous trouvons. Vous êtes à la Banque centrale, il y a des cadres de RICEP à la Banque centrale. Vous êtes à la SCTP, il y a des cadres de RICEP à la SCTP. Vous êtes à la Régie des eaux, j'en citerai. Il y a des cadres là-bas qui ont la conscience que ces pays nous appartiennent tous et que nous ne pouvons plus jamais laisser ces pays entre les mains
inexpertes. Le chef n'est pas un ange, c'est un homme qui a ses vices, et ses vertus, ses faiblesses également, comme tout sacrificateur. Lorsque le chef n'est pas sur la bonne voie, ou il ne prend pas les décisions qui rencontrent sa vision, ou qui vont dans le sens du bien-être du peuple, RUCEP, vous acclamez, ou bien vous dites au chef ouvertement ce que vous pensez? Parce que lui-même a dit que nous devons quitter la complaisance. Ça signifie que si il arrivait que demain, après-demain, qu'il puisse prendre une direction qui ne soit pas une direction dans l'intérêt communautaire, nous serons là pour lui dire, et c'est dans notre rôle, de dire au chef... À un moment donné, vous avez piqué la colère en voyant, en suivant certains événements, ce qui se passait au pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. La complaisance doit nous quitter. Les gens sérieux doivent être des locomotives de ces pays. Tous les autres qui n'ont pas la conscience peuvent continuer à être des wagons, mais l'élite doit répondre la conscience et conduire les pays à travers les mondes. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Les jeeps avec des versions croisées ou des tirs croisés, Jeep à l'Assemblée nationale, RUCEP, est-ce que vous avez pris position? Non, mais soyons sérieux. On ne doit pas mélanger les choses. Non, on ne mélange pas. Ça fait partie des questions d'actualité. Les députés nationaux font partie quand même de l'élite de ces pays. Ils doivent être mis dans de bonnes conditions, sans exclure que les restes de la population puissent accéder aussi au bien-être. Mais si nous commençons à tirer les gens vers les bas, ça signifie qu'après-demain, les chefs d'État, on va leur demander de rouler à moto. Mais les versions contradictoires démontrent qu'il y a un flou artistique. Pourquoi y aurait-il un flou artistique? Moi, je remonte même à plus longtemps, vers les années 74. Le président Mobutu a donné non seulement des voitures aux députés, il leur a donné des camions, il leur a donné l'argent pour aller financer les champs dans leur contrée. Il a donné même des voitures aux professeurs ordinaires, professeurs payants. Vous savez que les ministres aujourd'hui... Mais ce n'était pas sous la démocratie, c'était sous la dictature. C'était le seul maître. Ça n'a rien à voir avec la démocratie ni avec la dictature. Ça a à voir avec la vision de l'excellence. Nous devons ramener ces pays vers une excellence. Mais l'excellence n'est pas seulement dans les charrois automobiles. Le peuple croupit dans la misère. Est-ce que vous pensez, franchement, honnêtement, est-ce qu'on ne peut pas, sans vouloir défendre, on ne peut pas faire comme Thomas Sankara, le capitaine, s'acheter des voitures comme faisait Laurent Désiré Kabila, acheter des voitures simples ministres et des voitures simples députés, épargnées pour aider le peuple à avoir l'eau de qualité, l'électricité de qualité, avoir la bouffe, manger à satiété, et puis renouer avec le panier de la ménagère. Nous sommes en train de lutter pour que l'ensemble de notre population puisse retrouver cette dimension dont vous parlez. Mais pour les retrouver, il faut que ceux qui les dirigent, les locomotives, puissent avoir les cœurs, l'esprit apaisé et qu'ils soient concentrés à l'ouvrage. Je ne peux pas comprendre. D'ailleurs, il y a des membres de gouvernement, je ne peux pas comprendre. De grands gouvernements qui prennent les métros, qui prennent les bus, qui prennent les taxis. Mais il n'est pas dit que puisque vous prenez les métros, que vous devez manquer une voiture. Un député peut décider de prendre un bus. Moi, on m'a montré un député qui vient tout le temps à vélo au Parlement. Il y a un monsieur là qui s'habille toujours en jaune. Bon, mais il a fait son choix, il a de l'argent. Il est en train de séduire les électeurs. Nous ne devons pas déplacer. Tout ça. Mais il a des sous, il prend les émoluments. Nous ne devons pas déplacer les débats. Les choses importantes, les travaux importants nous attendent. Nous devons baliser, nettoyer la maison pour que tout l'argent de l'État. Vous voyez ce qui arrive là, c'est la pauvreté. Parce que l'entonnoir qui est la caisse de l'État est troué de partout. Quand on verse toutes les revenus, on peut ramasser tous les revenus, mais quand ça n'arrive pas dans les paniers, puis ça sort à gauche, à droite, les peu qui entrent, ça crée la sorcellerie. Alors, les gens commencent à avoir 10 millions, 15 millions comme beaucoup d'argent. Ces pays doivent parler en termes de milliards. Et le travail qui est en train d'être fait par les chefs d'État, j'étais content qu'ils puissent s'appesantir sur notre justice.
il faut que notre justice, qui est la fin du cheminement de contrôle, notre justice redevienne sérieuse et sanctionne sévèrement les gens. Au jour d'aujourd'hui, d'autres fois, vous m'avez dit, on arrête les gens, on fait trop de bruit. Et derrière l'argent qui est parti, ces gens continuent à garder leur maison, ils continuent à garder leur building, ils continuent à garder les biens achetés avec l'argent de l'État, sans que la justice n'intervienne pour récupérer ces biens. C'est dangereux et ça va démotiver les comètes de mortels. Les jours où on va commencer à avoir une justice correcte, c'est encore le début, parce que c'est ça même le leitmotiv de l'Union sacrée, l'état des droits, qui veut dire travaillons pour l'ensemble de la communauté et les moutons noirs qui sont parmi nous doivent être sanctionnés et que ça serve de modèle à ceux qui viennent et aux générations futures pour que nous arrivions à un moment donné. On ne dit pas qu'on va éradiquer toutes les corruptions. On ne va pas dire que la justice sera une justice des dieux saints où tout le monde sera bon juge, mais que la majorité, au moins, permette à ce que ces pays décollent. Alors, ça, vous parliez de ce député qui séduit les électeurs peut-être pour 2023. Ça le pète chaque jour, ainsi de suite. Mais il prend les émoluments, il a un train de vie, et tout ça, voilà. Bon, on ne veut pas beaucoup s'attarder sur le choix qu'il a opéré dans sa tenue vestimentaire ou prendre un vélo. Il y a des ministres qui prennent le vélo pour aller dans leur bureau ailleurs. Ce n'est pas une surprise. Mais revenons quand même à l'autre sujet d'actualité. Une femme pour la première fois à la Banque centrale du Congo, suivie de deux, dont un sénateur, Fikiri Dieudonné. C'est un ancien de la Banque centrale qui maîtrise la politique monétaire. Et comment vous avez accueilli la nouvelle Non, mais je trouvais ça normal. J'encourage les chefs d'État à aller vers les genres. Parce qu'il paraît que les pays qui regorgent plus de femmes dans des institutions évoluent mieux. Hein, j'ai vu en Europe, il y a des pays où les femmes occupent plus de postes dans des institutions et ces pays sont mieux gérés. C'est ça le moment. La différence entre nous, les hommes et les mamans, c'est que les mamans vont chercher l'argent dehors et ramènent dans la famille. Nous, les hommes, nous prenons l'argent de la famille, nous amenons dehors. Et moi, je suis convaincu que cette dame que je ne connais pas d'ailleurs, mais que je pense qu'elle va faire du bon travail. Les mamans sont très sérieuses en ce qui concerne l'argent. Mais elle entre dans les méandres politiques, oui, dans les eaux infectées de caïmans. La politique, c'est un terrain très glissant. Bon, Mutombo part, sans audit, l'IGF est passé par là. Donc, on peut effacer les tableaux. Comment on l'appelle? Kabedi arrive, Mutombo va à l'ARCA, tout est bien, on peut continuer. On doit pas continuer. Laisser des cadavres dans les placards. On ne doit pas continuer. Moi, j'encourage Maman Kabedi qui arrive de commencer par là, par l'audit de la maison. Et s'il y a des choses à reprocher à M. Mutombo, que la justice fasse son travail. Il n'est pas dit que puisqu'il a été nommé à l'ARCAD et que les actes qu'il a posés ne vont pas les poursuivre. Puisque nous devons être responsables. Si nous voulons diriger ce pays, nous devons assumer nos responsabilités. M. Mutombo devra assumer ses responsabilités s'il est prouvé qu'il a commis des fautes. Les fonctions des PCA, c'est une opération de séduction pour le garder afin d'amorcer une procédure en justice. Pas nécessairement, mais il a quand même une grande expertise dans ce domaine-là, M. Mutombo. Il a quand même gravi tous les échelons au niveau de la Banque centrale. Je crois que tous les enfants de ces pays qui ont quand même quelque chose à donner doivent les donner, sans exclure qu'ils doivent être sanctionnés pour les fautes qu'ils commettent. J'ai lu sur la toile, Monsieur le Président national de RICEP, sur la toile le week-end, votre message placé sur un fond rouge. Pourquoi le Congo mange toujours ses meilleurs enfants? Et en quoi, voilà, la suite on va en parler. Les meilleurs enfants du pays, si ils ont des soucis avec la justice par rapport à la gestion, on peut les garder, on peut non, pas nécessairement. Les meilleurs enfants
sont ceux qui donnent ce qu'ils ont de meilleur en eux pour leur pays, pour leur nation. Mais il arrive qu'il n'y a que ceux qui ne travaillent pas, qui ne commettent pas de fautes. Ceux qui mettent la main à la pâte ont toujours les mains sales. Maintenant, il faut mesurer l'importance. Est-ce que les fautes qu'ils commettent sont les fautes volontaires ou c'est les fautes dues au fait qu'ils sont en train de travailler et considérant qu'ils sont humains? Si ils ont commis des fautes, puisqu'ils travaillent et qu'ils sont humains, ça peut être pardonnable et ça peut être corrigé. Ce que nous condamnons, et ce que j'ai condamné dans mon message, c'est quand j'ai vu, je prends l'exemple de M. Omari, qui est un monsieur qui a donné de toute sa jeunesse, de l'importance au football congolais. En 18 ans. En 18 ans. Si vous remarquez avant Omari, pendant Omari, d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les fautes qu'il a commises puisqu'il a travaillé, mais on a quand même gagné un delta important au niveau de la FECOFA. C'est la première fois que vous avez le Congo représenté au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA. Sans au moins ce côté-là, pourquoi on élude ça? On voit que les fautes qu'il a commises. Moi, je pense qu'on doit balancer quand même les choses et encourager les autres à fournir les mêmes efforts, mais en corrigeant peut-être les erreurs qu'ils ont commises. Il y a aussi les cas du patron de votre chaîne. Moi, je me souviens quand je suis rentré de l'Europe vers les années 2011-2012, ici à Kinshasa, il n'y avait pas de chaîne de télévision digne de ce nom, y compris la chaîne nationale. Ce monsieur, quel que soit là où il a tiré son argent, moi je m'en fous, mais il a mis son intelligence, il a mis sa compétence, il a mis sa connaissance, ses connaissances plutôt, dans l'organisation des télévisions. Comment présenter une chaîne de télévision qui soit digne de ce nom. Et aujourd'hui, si vous remarquez, toutes les chaînes font un effort pour arriver à ce niveau-là. Un monsieur comme celui-là, tirer dessus, c'est être méchant. Quelles que soient ses obédiences politiques, quelles que soient ses convictions politiques, moi, je me situe au niveau des valeurs des gens, au niveau de ce que les gens apportent pour leur pays. La diversité des opinions, la diversité d'obédiences politiques, c'est important. Parce que quand il y a les chocs des idées, on va faire jaillir la lumière. On ne peut pas être tous, amen, alléluia, derrière RICEP par exemple. Il doit y avoir plusieurs, RICEP bas, RICEP 2, mais à condition que nous puissions tous mettre la main à la pâte avec l'idée principale que nous avons un seul objectif, un Congo meilleur pour nous aujourd'hui, pour nos enfants demain et pour nos arrières d'enfants après-demain. D'ailleurs, c'est ça que nos ancêtres nous ont dit dans notre hymne national. Alors, vous vous êtes fixé parmi les objectifs combattre à tous les échelons les antivaleurs et participer à la construction du pays, oui, à tous les niveaux. Mais vous savez que, par nature, nous sommes méchants, égoïstes. Seulement moi, ma poche, mon ventre. Et même pas penser aux enfants qu'on a engendrés. Si je partirais, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Regardez, depuis des décennies, pendant le moboutisme, après, est-ce que ces arts peuvent disparaître facilement? Ça peut disparaître si nous remettons le civisme et la religion à l'école aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants qui vont en maternelle, qui vont en primaire, aujourd'hui, qu'on leur inculque à partir d'aujourd'hui l'amour de la famille, l'amour du pays. Et vous allez voir que les générations qui vont venir après seront transformées et vont transformer ces pays. Donc vous êtes pour la refonte profonde du système éducatif. Mais il faut commencer aujourd'hui par les bas là-bas. Regardez la génération. Aujourd'hui, qui sont au pouvoir? C'est la génération Mobutu. Les gens qui ont été formés, on a évacué le civisme, on a évacué la religion, toutes les grandes valeurs, on ne prenait pas en compte. Et regardez les résultats aujourd'hui. Les jeunes gens qui ont 20 ans, 21 ans aujourd'hui, la plupart qui sont des Koulouna, c'est la génération Kabila. Puisqu'on n'a pas tenu compte de la formation, de l'instruction, de l'éducation, de la jeunesse à un moment donné. Il n'y a jamais alors des générations spontanées, avant Kabila, compétentes. Il y a eu les enfants de ceux qui étaient dans la suffisance. Ils sont allés en Europe, d'autres ici, là. Vous connaissez les résultats, non? Pour faire quoi là-bas? Mais regardez notre génération.
nous avons connu la génération des parents, la plupart qui ne sont jamais à l'université. Mais ils ont produit des docteurs, ils ont produit des médecins, ils ont produit des ingénieurs, etc. Des économistes, pas en passant. Mais pourquoi nous, qui avons bénéficié de cette manne-là, issue de la colonisation, parce qu'eux au moins ils ont formé une catégorie de gens, ils ont pu booster une génération quelconque, et nous sommes incapables, nous les médecins, nous les ingénieurs, nous les économistes, nous sommes incapables aujourd'hui d'amener nos enfants plus haut. Au contraire, nous sommes en train de créer des bandits, des koulounas, des gens sans conscience ni âme. Qu'il faut. Ça, nous devons nous interpeller nous-mêmes, nous remettre en question et remettre en place un système éducatif, instructionnel, qui permet à ce que les générations qui viendront dans 15-20 ans, c'est un travail de longue haleine, prennent conscience que chez eux ici, ils ne doivent pas vendre à vil prix les richesses qu'ils ont ici, puisqu'ils sont tarissables. Après, oui, à part le gouverneur ou la gouverneure et ses deux adjoints, il y a les membres du conseil d'administration de la Banque centrale. Vous avez suivi les nominations. Vous avez également, je crois qu'à l'ARCA, au conseil d'administration, Deograci Mutombo n'est plus à présenter. Il y a eu également nomination à la RVIA. Alors, conseil d'administration de la Banque centrale, RVIA, bon, il y a des gens connus, il y a des inconnus. RUCEP, quel est son commentaire personnel? À partir du moment où le chef de l'État a pris une décision de nommer les gens, ça veut dire que les services ont travaillé sur ces gens-là. On a vérifié si ce sont les gens capables de donner les meilleurs d'eux pour le pays. J'espère qu'on a vérifié si ces gens sont compétents ou pas. Et moi, personnellement, j'ai fait confiance au chef d'État au regard des cheminements qu'il a effectués jusqu'à présent. Et ces gens-là, nous serons vigilants pour les suivre, pour voir est-ce que le travail qu'ils vont faire va dans le sens de l'amélioration des conditions de nos voyageurs. Est-ce que nos aéroports seront cotés parmi les aéroports qui ont des moins de risques possibles? Est-ce que notre ciel sera sécurisé? Et nos recettes, nous allons mettre l'œil dessus. Et quand nous allons sentir qu'ils sont dans les bons, on va les applaudir. Et si nous sentons aussi qu'ils sont dans les mauvais, nous viendrons ici vous les dire, de vive voix, en vous regardant dans les yeux, pour dire au chef, nous ne sommes pas d'accord de la démarche qui est en train d'être menée là-bas, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour. Alors, mais ce qui est écœurant, c'est que chaque jour, le peuple fait des découvertes ahurissantes, détournements dans tel secteur, des millions sont partis. Mais quand ça partait là, comment on n'a pas ce monde d'éveil? Et puis, autre aspect, on ne prend pas les fils maison, Tchonguchi Binkoubula a fait preuve à la régie des eaux, mais on prend toujours ces juristes inconnus ou ces personnes diplômées des grandes universités. Mais quand elles viennent, mais le résultat est toujours décevant. Quel est votre commentaire personnel? Vous savez que quand j'ai fait marche arrière 10 ans, 15 ans, l'ancien chef de l'État a dit un jour, si j'avais ne fût-ce que 15 personnes ou 5 personnes autour de moi, on aurait peut-être fait mieux. Et il a dit, il a fait les constats, mais il n'a pas agi, malheureusement. Il était à la recherche de ces Malheureusement, il n'a pas agi. À la recherche, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que les politiques puissent dominer sur des entreprises? Vous prenez quelqu'un qui n'a jamais travaillé, je prends les cas d'une entreprise comme la Jacamine. Un type qui n'a jamais travaillé là-bas, qui n'a rien de mine, qui n'a rien de la géologie, c'est puisqu'il appartient à un parti politique X, et puisque nous devons donner nécessairement un poste à ces partis politiques-là, on les bombarde là-bas à la tête. Qu'est-ce que le type fait à la tête? Il va commencer par apprendre, alors que nous savons que les mandats des mandataires ici, c'est une année et demie, 2. Il va prendre peut-être 9 mois à apprendre, à comprendre c'est quoi les cuivres, c'est quoi les cobaltes, et où est-ce qu'on en vend, pourquoi on en vend. Et quand il pose ces questions-là, c'est l'idée d'ordre de l'entreprise, alors qu'on attend de lui de relancer l'entreprise. Moi, j'ai un conseil. Si j'ai un conseil à donner au chef d'État, c'est de donner, surtout en ce qui concerne les entreprises, les mandats aux gens qui connaissent ces entreprises-là.
Parce que ces gens, ils viennent directement, ils connaissent les problèmes d'entreprise et ils vont attaquer directement ces problèmes pour trouver des solutions. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas la même chose dans l'armée. Pourquoi on ne prend pas des politiques pour aller les bombarder dans l'armée ou dans les services de renseignement. C'est pareil. L'économie a les mêmes principes que l'armée et que les autres. Si vous ne connaissez pas les principes, même plus que les règles de l'armée, vous ne pouvez pas devenir général là-bas. Si vous ne connaissez pas le transport, si vous ne connaissez pas l'électricité, si vous ne connaissez pas la gestion de l'eau, vous ne pouvez pas aller là-bas. Faites autre chose dans votre domaine de prédilection, restez dans votre parti politique. Moi, je conseille même au parti politique. Si vous avez votre parti politique et qu'on vous donne une entreprise quelconque, allez même débaucher les experts dans ces entreprises-là, vous les faites vos membres, au moins vous allez donner une valeur ajoutée à votre parti politique, qu'au moment où vous avez pris possession d'un tel département ou tel département, à votre époque, ça booste l'économie du pays. Au lieu de prendre les batteurs de tam-tam, puisqu'il bat les tam-tam tous les jours, il doit devenir ministre, il doit devenir PDG. Non. Allez débaucher. Créez dans vos partis politiques les chasseurs de tête. Ah, vous êtes pour les débauchages? Les débauchages intellectuels. J'ai un parti politique, je n'ai pas quelqu'un qui sait gérer la régie des eaux. On me dit ce matin, écoutez, M. Martin, vous avez trop parlé à la télé, nous vous donnons la régie des eaux. Et je me précipite pour donner mon nom, mais je suis un fou. Il faut que je trouve au sein de la régie des eaux quelqu'un qui soit capable, compétent, qui a un background important, que je peux débaucher. Avec qui vous allez vous partager les pourcentages? Il n'y a pas de pourcentage possible. Pourquoi vous parlez de pourcentage? Non. Ce sont les antivaleurs qu'il faut bannir. Il faut bannir ce genre de choses. Mais vous nous amenez des valeurs apparemment qui risquent de devenir une sorte de gageure. Vous, on vous propose d'être le directeur général de la Régie des eaux. Vous dites, je n'en ai pas vraiment l'expertise ni les compétences. Je propose tel ou tel au sein de cette entreprise et à la fin du mois, il a ce qu'il faut et vous ne demandez pas le retour de l'ascenseur. On ne doit pas demander, on ne doit pas en faire une condition. Mais je sais que dans des partis politiques, la plupart, pratiquement tous les partis politiques que vous voyez ici, ils ont des règlements d'ordre intérieur qui disent si vous avez gagné un mandat, par exemple, au nom du parti politique, vous devez restituer peut-être 3 ou 4% ou 5% au parti. C'est pour faire vivre les partis. Mais on ne doit pas poser ça comme une condition, comme si vous avez employé quelqu'un qui doit vous payer chaque fin du mois. Ça, c'est à bannir. Matata Pognon fait partie de ces fils du pays qui ont laissé des empreintes, immeubles intelligents, regard modulaire. C'est sous Joseph Kabila, elle était le metteur en scène. Et tant d'autres, vous avez les 4 avions ou 3 avions là. Voilà. Oui. Les avions de Congo Airways qui a été mis en place, il y a eu des locomotives, ainsi de suite. Chaque œuvre humaine est perfectible. Aujourd'hui, le bureau du Sénat a donc autorisé au PSG, au procureur général, de pouvoir le poursuivre, d'élever les humilités. Comment avez-vous réagi? Moi, je dis, quand vous acceptez des fonctions, vous devez en assumer des responsabilités. Parce que vous prenez des décisions, ils doivent être bonnes. Si par malheur elles sont mauvaises, vous devez assumer. Les biens comme les mal. Moi, j'ai suivi à la télé comme tout le monde. M. Matata, il était à l'étranger. Il a dit, je reviens au pays pour venir répondre. Jusqu'à présent, moi, je l'ai considéré comme un présumé innocent. Maintenant que le Sénat a ouvert la porte pour qu'il aille se présenter. C'était d'ailleurs son souhait à lui-même. C'est un monsieur que j'ai respecté beaucoup. Je crois qu'il aura des arguments pour défendre les œuvres qu'il a, les actes qu'il a posés et justifier les moyens. Est-ce que les moyens qu'il a sortis dans la caisse de l'État correspondent effectivement aux réalisations? C'est ça en fait. Vous avez prévu de construire un immeuble à 40 millions, vous l'avez construit à 80 millions. Il faut qu'on vous pose la question pourquoi. On va comparer cette construction-là avec des constructions semblables ailleurs. Est-ce qu'ils ont les mêmes prix à peu près? Si vous êtes dans la même fourchette, je ne vois aucun juge qui peut vous mettre en prison. Et je pense que Matata, il est assez grand pour se défendre et il pourra le faire. Au cas contraire, bon, il pourra servir des leçons à l'actuel Premier ministre et au prochain ministre pour qu'ils mettent dans leur tête que quand on vous donne des responsabilités, vous devez en assumer jusqu'au bout les conséquences. Alors,
Dans les comptes rendus d'un conseil des ministres, il a été dit que, après le rapport de l'IGF, les mandataires de beaucoup d'entreprises, je ne les cite pas, devaient être mis à l'écart dans une procédure appelée mesure conservatoire. Mesure conservatoire pour éviter. Et après, on n'en parle plus. On a même demandé au ministre sectoriel de prendre des décisions. Alors, le peuple ne voit que les moulingas. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a un flou artistique qu'on ne comprend pas. La décision du chef à force de loi, non? Mais pourquoi les ministres sectoriels ne prennent-ils pas les décisions chacun dans son secteur? Je vais vous surprendre. Alors, au RUCEP, vous dormez, vous êtes sous l'effet de somnifères? Je vais vous surprendre. Vous savez que cette décision avait été prise dans un conseil des ministres dirigé par les chefs de l'État. Et que 2 jours après que les directeurs de cabinet du chef de l'État passent un communiqué à la télévision pour donner un avis qui soit contraire. Un directeur de cabinet? Un directeur de cabinet. Alors Donc, en général... D'abord, il y a intérêt ou pas? Nous ne sommes pas d'accord qu'on crée des cacophonies comme ça. Nous condamnons cette façon de faire. À partir du moment où le chef de l'État a présidé un conseil des ministres et ils ont pris des décisions, les décisions doivent être d'application immédiatement. Pourquoi revenir après? Et moi, je me pose des questions. C'est quelle administration? C'est quelle manière de faire? Et je vous dis, moi, sans embâche, c'est du raté, ça. Ça ne doit pas continuer, parce que nous avons un pays où nous avons les chefs d'État, qui est une institution, les directeurs de cabinet se trouvent dans cette institution-là. Nous avons le gouvernement qui conduit l'action, n'est-ce pas? Donc il y a, par exemple, la guerre des intérêts dans la cour. Ça me donne effectivement... Il y a la guerre des intérêts dans la cour. Il y a la guerre des intérêts, il y a des gens qui veulent protéger ou qui veulent... Et ça, c'est dangereux. Ça plombe même l'élan. Ça doit s'arrêter, il faut que ça évite. Heureusement, j'ai vu, bon, les audiences commencent à sortir. Sûrement que peut-être le chef a décidé d'aller autrement. Au lieu d'aller vers les intérims, on doit aller directement vers la désignation définitive des gens pour faire monter les choses. Je pense que c'était dû à ça. Au regard de ces nouvelles nominations, les nouveaux alliés sont-ils servis déjà? Donc, en fait, sont-ils en train d'être servis? Non. Pourquoi on doit... Nous devons servir. Ceux qui ont formé l'Union sacrée. L'Union sacrée est une indivisible, mais il y a plusieurs partis sous-ensembles dans l'Union sacrée. Mais tout le monde va dans la direction d'accompagner les chefs d'État. La fois dernière, dans votre émission, je vous ai dit que moi, je souhaiterais qu'on puisse donner des responsabilités et servir les gens, que ceux qui ont quelque chose à apporter à la communauté. Vous n'avez jamais travaillé, vous n'avez jamais contribué, vous n'avez jamais rien fait, et on vous donne des responsabilités. C'est pour en faire quoi? Qu'on donne des responsabilités à ceux qui amènent quelque chose pour la communauté, parce que la communauté souffre. Tu peux apporter sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan économique. Bref, que chacun, à l'endroit où il se trouve, qu'il mette la main à la pâte pour que nous puissions rapidement rattraper non seulement les retards que nous avons connus, regarder les pays qui sont autour de nous et essayer de sortir de l'eau. Parce que quand tu prends la courbe, nous sommes encore en moins. On n'est même pas à zéro, nous sommes en moins, il faut sortir à zéro pour commencer à prendre l'élan. Mais pour le faire, il faut donner les responsabilités à ceux qui ont les connaissances, à ceux qui ont des solutions immédiates aux problèmes que connaît le pays. Qui comprennent même la vision du chef et qui en ont les fragments. Sinon on est mort. Nous n'aurons que nos larmes et les constats. Et on aura perdu le temps. Et nous parlerons seulement de 2023. Et voilà. Martin Loukoussa, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président national de RUCEP, qui est le rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire et cofondateur de votre parti politique qui s'appelle AIDIC. AIDIC ou AIDIC. Merci à vous de nous avoir suivis. Qui est dirigé par le célèbre président Sélé Barhani.
Sélé. Sélé Barhani, c'est notre président d'Aïdik. Ah, voilà. Enfin, vous avez eu un président qui n'est pas Effectivement. l'autorité morale. Non, pas d'autorité morale, puisque nous pensons que les compétences doivent se compléter pour aller vite. Merci. Très bonne journée à vous et merci à la réalisation, toute l'équipe qui s'est dépensée depuis ce matin. Au revoir.